Maintenant, on peut bien sûr donner d'autres exemples. Seulement, j'aime bien donner un troisième exemple que je vais essayer de noter. Exemple 3. Donc, dans cet exemple aussi, on va discuter des problèmes de visibilité, mais aussi le problème surtout de l'accès. Bon, supposons que maintenant, nous avons toujours une classe que je vais noter, par exemple, classe A, dans laquelle toujours j'ai deux attributs X et Y. Aussi, je vais avoir une méthode que je vais appeler la méthode 1, que je vais noter comme ça. La méthode 2, donc c'est comme l'exemple que je viens de présenter. Ensuite, je vais définir par exemple la méthode 1 et c'est ça, c'est la définition de la méthode 1. Et c'est la méthode 2. Je répète que si j'abuse un peu dans la définition, par exemple, on ne sait pas le type essai, vous pouvez mettre n'importe quel type, vous pouvez mettre n'importe quel type. Et c'est seulement, il faut ajouter par exemple la classe A, M1. Bien sûr, un type de retour ici, si vous avez un type de retour. Et si vous avez par exemple toujours la classe A. Ça, c'est la classe A. La définition, la déclaration. Et bien sûr, l'implémentation. Alors, si par exemple, on va avoir une classe que je vais noter ici, classe B. Dans cette classe-là, je vais aussi avoir un entier, par exemple, qui est X. Bon, vous pouvez avoir n'importe quoi, c'est pas un problème. Avec un float qui est par exemple Z, vous voyez XX. Ça ne pose pas de problème. Hein. C'est pour cela que j'ai dit que maintenant, on va voir la visibilité et d'autres aspects aussi que je trouve dans la programmation orientée objet. Dans ce cas, par exemple, ce X-là, c'est l'attribut de la classe A. Ce Y, c'est l'attribut de la classe A. Ce X, c'est l'attribut de la classe B. Ce Z, c'est l'attribut de la classe B. Et il est clair que maintenant, ce X-là et ce X-là, il n'y a aucune relation entre les deux. C'est comme ce que vous avez fait dans la programmation impérative, dans laquelle vous avez deux fonctions, ou bien deux procédures, et dans chacune de ces fonctions ou procédures, vous avez des variables locales. Donc, on peut abuser et dire que X et Y sont des variables locales à la classe A, X et Z sont des variables locales à la classe B. On peut abuser et dire ça. Sinon, soi-disant dans le jargon de la programmation orientée objet, on utilise plutôt la notion d'attribut. Donc, X, l'attribut de A, X, l'attribut de B, et donc ce sont deux variables différentes. Il n'y a aucune relation entre les deux. Maintenant, je peux avoir par exemple une méthode ici que je vais noter M3, et je termine la classe B, la déclaration. J'ajoute ici une petite implémentation que je vais mettre ici, B. Et comme ça, nous avons aussi une deuxième classe qui est la classe B. OK. Maintenant, on va venir ici dans un programme principal, main. Dans lequel je vais utiliser peut-être la classe A et la classe B. La première des choses maintenant, on revient. Tout d'abord, il n'y a pas de modificateur ici. Et il n'y a pas de modificateur ici. Ça veut dire que X, Y, M1, M2 ont une visibilité par défaut. Et par conséquent, X, Y, M1, M2 sont des attributs, plutôt sont des méthodes et des attributs prévus dans cette classe A. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas accessibles dans B, ils ne sont pas accessibles dans le A, plutôt dans le programme main, le programme principal. Même chose ici, nous avons X, Z et M3 ont une visibilité par défaut, il n'y a pas de modificateur et par conséquent, X, Z et M3 représentent des attributs et des méthodes qui sont prévus à la classe B. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus lorsqu'on sort de la classe B. Ça veut dire quoi sortir de la classe B? Ça veut dire lorsque tu n'es pas dans la déclaration et tu n'es pas dans la définition. Même si nous avons tout ça dans un seul fichier. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, ça veut dire quoi? Puisque X, Y, M1, M2 ne sont pas reconnus que dans la classe A, ma'arufin, il a fait la classe A, ça veut dire que dans l'implémentation de M1 et dans l'implémentation de M2, je peux utiliser X, Y, M1 et M2. Ça veut dire quoi? Je peux par exemple mettre ici X reçoit 3, Y reçoit 5. Ça, c'est une possibilité. Je peux faire ça. Je ne vais pas avoir des erreurs dans mon programme. Pourquoi? Parce que X, Y sont prévus, ça c'est vrai, par défaut. Et je suis en train de les utiliser dans la classe A. Ça ne contredit pas la définition du concept
private ou bien la visibility privée, parce que privée veut dire que je peux, ben, vous pouvez revenir à ça, que privée veut dire que c'est accessible uniquement dans la classe elle-même. D'accord. Maintenant, si je veux venir ici, il est clair que je ne peux pas avoir accès à ce X et à ce Y. Par contre, puisque je suis là, je peux utiliser X, je peux utiliser Z. Je peux par exemple faire X reçoit 4, et ben Z reçoit 3,6. Ben, ce sont des exemples. Maintenant, si je veux utiliser la classe A et la classe B dans le programme principal, et ben je peux par exemple déclarer un objet de type A que je vais noter A. Je peux déclarer un objet de type B que je peux noter B. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que les attributs de A et les attributs et les méthodes de A ne sont pas accessibles dans le programme ici. Les attributs de B, qui sont par exemple X et Z, et la méthode de B, M3 n'est pas accessible ici. Et bien maintenant, pour que je puisse utiliser la classe A et la classe B, ben, utiliser ça veut dire modifier X, Y, modifier X, Z, et ben j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de rendre les choses qui sont des attributs et les méthodes ici, les attributs et les méthodes ici, publics. Si je veux les utiliser ici, ils doivent être publics. Maintenant, qu'est-ce que je peux publier? Vous avez ici le choix. Jusqu'à maintenant, vous avez le choix. Mais on va voir que lorsqu'on parle des getters and setters, on va respecter un nouveau style de programmation qui est basé sur l'aspect de l'encapsulation ou bien de la sécurité ou bien de limiter l'accès à la classe. Mais pour le moment, vous avez le modificateur public que vous avez la liberté de l'utiliser où vous voulez. Donc, maintenant, on a déjà expliqué dans cet exemple comment transformer des attributs publics. Ben, on a déjà utilisé ça. Mais ce que je veux voir maintenant avec vous, supposons que je vais mettre ici public. Voilà, public. Ok. Maintenant, on a fait ici public. X, Y, M1, M2 sont publics. La question qui se pose maintenant, eh ben normalement c'est une question bête et c'est une question évidente. Mais j'aime bien toujours poser même des questions qui semblent un peu n'a pas avoir de sens, mais souvent les étudiants se trompent sur ces aspects-là. Par exemple, si vous avez int x, int y, vous avez M1 et vous avez M2. Tout ça est devenu public lorsque j'ai ajouté le mot public. Ça veut dire quoi? Que x, y, M1, M2 sont visibles partout. Sont visibles dans la classe B, sont visibles dans la classe main. Supposons que je n'ai pas déclaré cet objet. X, Y sont visibles. Sont visibles, ça veut dire que X, Y sont connus ici. Bien sûr, X, Y sont connus ici. Est-ce que puisque X, Y sont connus ici, je peux faire ça? X reçoit 5, Y reçoit 3. C'est ça la question. Normalement, public, X, Y, normalement ce sont des entiers qui sont des attributs de A et qui sont publics. Est-ce que je peux avoir un accès comme ça? Normalement, c'est public. Normalement, mais ce n'est pas un problème de visibilité, Barak. Ici, ce n'est pas un problème de visibilité. Donc ça, c'est erreur. Ça, c'est erreur. Pourquoi? Parce que on revient maintenant à ce que nous avons dit dans les premiers cours et dans les premières séances de vidéo, que je ne peux pas avoir accès à des attributs comme ça si je n'ai pas créé d'objets. C'est pour cela que lorsqu'on dit que X, Y sont publiés, ou bien sont publics, ça veut dire qu'ils sont accessibles partout, dans les autres classes et dans les programmes principaux. Ceci ne veut jamais dire que vous pouvez avoir une écriture pareille, tout simplement parce que X, Y, même s'ils sont publics, même s'ils sont accessibles partout, pour avoir accès à X et Y, vous devez avoir un objet. Donc, c'est pour cela que c'est obligatoire que je vais avoir un A et C. Après, vous pouvez avoir un accès comme ça. A.x égale à 5, ou bien reçoit 5, et A.y reçoit 3. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. Je répète que lorsque vous avez des attributs comme X, Y, qui sont des attributs publics, ça ne veut jamais dire que dans un programme principal, on peut avoir un accès direct pour X et Y sans avoir des objets. Eh bien, on va voir avec beaucoup de détails par la suite comment on peut
surpasser ce problème. Ça veut dire comment on peut avoir un accès direct dans un programme principal. Mais avec les connaissances que nous avons acquis jusqu'à maintenant pour la programmation, sur la programmation orientée objet, on ne peut pas faire ça. Ça veut dire que lorsque vous avez des attributs, même si ces attributs sont publics, lorsque vous avez des méthodes, même si ces méthodes sont publiques, on ne peut pas avoir un accès direct vers X, Y, M1, M2 dans un programme principal comme ça. Pour avoir un accès aux attributs et aux méthodes publiques d'une classe A, on doit tout d'abord commencer par créer un objet A, ensuite faire AX reçoit 5, AY reçoit 3, A et C par exemple, je peux faire un appel de la méthode M1. Pourquoi? Parce que la méthode M1 maintenant, c'est une méthode publique. Nous avons maintenant X, Y, il est public. Nous avons cette méthode-là, la méthode M3 définie dans cette classe-là. Ok. On va la refaire. C'est pour ça que cette méthode n'est pas encore définie. Et supposons que celui-là, je vais l'appeler par exemple X1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai X1, Z comme des attributs de la classe B. J'ai XY comme des attributs de la classe A. X, Y sont publics. La question qui se pose maintenant, c'est la même chose que C. Supposons que j'ai écrit, ou bien qu'un étudiant écrit ici X reçoit 3 et Y reçoit 6. Et il va penser que X, Y sont ces deux attributs qui sont définis ici de la classe A. Et puisque c'est public, normalement, ils sont accessibles partout. Je répète, ça c'est faux. Lorsque je dis que c'est public, ça veut dire que vous pouvez accéder aux attributs, vous pouvez accéder aux méthodes, mais lorsque il y a un objet, un objet, ça veut dire que c'est le même cas d'un programme principal, vous pouvez créer ici un objet que je vais appeler par exemple A1. A1, c'est un objet de la classe A, de cette classe-là. Ensuite, vous pouvez faire quoi? A1.x, A1.y. J'espère que c'est clair. Ça veut dire que lorsque je dis que des attributs et des méthodes sont publics, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir un accès direct, comme on a expliqué ici dans un programme principal ou bien dans une autre classe. Ça veut dire que vous pouvez avoir des objets. Ensuite, vous pouvez avoir accès aux attributs et aux méthodes de ces objets-là. J'espère que c'est clair et qu'on doit faire attention que la notion d'accès, lorsqu'on sort de la classe, lorsqu'on parle d'accès, c'est l'accès aux attributs et méthodes après la déclaration d'objet. Ce n'est pas un accès direct à X, Y. J'espère que ça c'est clair. Ça c'est très important pour comprendre la programmation orientée objet. Par contre, si on reste dans la même classe A, vous voyez, on a déjà programmé le type complexe et on a vu comment on utilise réel et imaginaire dans les méthodes, dans la définition, sans que j'aurais besoin de créer des objets. Comme le cas là, X, Y. Je reviens que ceci est possible, même si ce n'est pas public. Ça veut dire, même si X, Y n'est pas public, on a vu, je peux faire ça. Et vous n'êtes pas obligé ici de créer un objet. J'espère que c'est clair. On a déjà parlé de ça. Mais j'aime bien répéter cet aspect-là parce que c'est le fondement de la programmation orientée objet. Et si vous pouvez utiliser directement X, Y qui sont déclarés ici, vous pouvez les utiliser dans les méthodes. Mais attends, un objet. C'est le même problème qui se pose ici. À celui qui pose la question, ici il n'y a pas d'objet. Donc, un objet. C'est tout simplement la réponse. Elle est très importante, mais c'est une réponse très profonde que ici il n'y a pas un problème, même un objet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un objet lorsque cette méthode va être exécutée. Et c'est l'objet, c'est l'objet qui va appeler la méthode M1. C'est par exemple ce cas-là. Et c'est le X et le Y ne sont pas définis sur un objet. Ce sont les X et Y tels qu'ils sont définis ici dans la classe. Mais quel parce que la méthode M1, lorsqu'elle sera appelée par exemple, elle va être appelée sur A. Ce X et ce Y sont A. On a déjà expliqué ça dans l'exemple de la programmation de la classe des nombres complexes. Mais j'aime bien revenir à parler sur ça. Donc, je répète, ça veut dire qu'il y a quoi? Qu'il y a tout d'abord l'accès. L'accès à quoi? Aux attributs et aux méthodes. Lorsqu'on parle d'accès, il y a deux types d'accès. Un accès direct, et ceci uniquement dans la classe. Uniquement dans la classe. C'est ce cas-là. X, Y, vous accédez directement et vous n'avez pas besoin de créer des objets. Ou bien, un accès indirect. Ça veut dire quoi un accès indirect? Il faut créer un objet. Il faut créer un objet.
il faut créer un objet. Et bien, pour créer cet objet-là, c'est dans des classes qui n'ont pas la même classe. Ça veut dire, par exemple, la classe, dans la classe B, qui utilise la classe A, ou bien dans le programme main. Ce sont les types d'accès. Maintenant, pour l'accès direct qui est dans la classe là, il est toujours garanti, il est toujours garanti, soit privé ou public, mais ça veut dire que toujours, ça marche toujours, ça veut dire que vous avez toujours accès aux attributs et méthodes dans la classe A, public, private ou bien private, peu importe, ce n'est pas un problème. Par contre, pour l'accès indirect, ça veut dire lorsque vous créez des objets, par exemple ici et ici, ensuite vous cherchez à avoir un accès, et si ça exige, ben ça implique que vous avez une visibilité publique. J'espère que c'est clair. Peut-être qu'il y a beaucoup de concepts qui sont introduits dans cette partie-là, ou bien dans cette vidéo-là, qui est la vidéo sur la visibilité. Mais il faut bien comprendre cet aspect de visibilité. C'est la chose la plus importante à ce niveau-là, c'est de comprendre comment on déclare, comment on définit, comment on utilise, et les droits d'accès, qui sont soit par défaut, ou bien privés, qui permet par exemple de manipuler, ou bien d'utiliser les méthodes et les attributs dans la classe elle-même, avec création ou bien avec déclaration, la sans déclaration d'objet comme on a fait pour le cas de la classe complexe, ou bien public qui permet de rendre les attributs et les méthodes visibles dans d'autres classes, mais cette visibilité exige la création ou bien la déclaration d'un objet. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Et maintenant, je peux vous dire une chose, qu'avec les connaissances que nous avons acquises jusqu'à maintenant, on peut maintenant passer à une première implémentation sur la machine de la classe des nombres complexes, et sans avoir de souci de compréhension, parce que maintenant, vous pouvez déclarer des classes, vous pouvez implémenter des classes, et on a vu l'aspect usage dans un programme principal, et on a vu dans cette vidéo-là l'aspect visibility avec le mot-clé public et le mot-clé private. Maintenant, je peux programmer la classe complexe dans le langage C++ sous un environnement de programmation. Et c'est exactement ce que je vais faire avec vous dans une vidéo, ou bien dans la vidéo suivante à cette vidéo-là. Maintenant, la prochaine vidéo, donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans la prochaine vidéo, on va voir tout d'abord Eclipse. Ensuite, avec le C++ et exemple du nombre complexe ou bien exemple de la classe complexe. Bien sûr, si vous avez déjà fait ça, ben c'est excellent. Ça veut dire que bon, vous avez maîtrisé quand même des choses. Si vous n'avez pas fait encore ça, essayez de suivre la prochaine vidéo qui sera peut-être présente au cours de cette semaine ou bien peut-être dans 2 jours, 3 jours, dans laquelle je vais expliquer un peu comment utiliser Eclipse et comment programmer la classe complexe dans le C++, toujours en respectant le paradigme ou bien le style de programmation, déclaration, définition et usage. J'espère que cette vidéo était claire. J'espère que l'écriture et la manière d'explication, elle était convaincante et que ceci va vous aider à comprendre mieux l'aspect visibilité dans la programmation orientée objet. Je reste à votre disposition. S'il vous plaît, essayez de suivre la vidéo, essayez de laisser vos commentaires et surtout, essayez de poser des questions si vous avez des questions, essayez de faire des propositions, essayez de faire des suggestions dans les commentaires des vidéos parce que le plus important pour nous maintenant, c'est de comprendre. Et on ne sait pas exactement, on va rester sur cette méthode-là jusqu'à quand. Mais je ne veux pas que vous ratez ou bien que vous aurez des problèmes de retard dans ce module-là parce que, comme vous le savez, c'est un module très important et c'est un module de base pour votre 2e année et que vous allez utiliser bien sûr dans les prochaines années. Et bien, encore une fois, je vous souhaite une bonne révision, un bon suivi de ces cours-là de vidéo et bon courage. Merci.